Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! Voici un nouvel épisode de Culte Podcast. C'est le troisième de notre triptyque sur la science-fiction. On vient d'atterrir, on va se concentrer cette fois-ci sur un mélange en fait. Donc on va avoir des œuvres qui sont plutôt du style fiction spéculative, plutôt que dystopie pure, quelques œuvres science-fiction philosophiques, métaphysiques, des réalités alternatives, et puis parfois un côté cyberpunk ou science-fiction même presque romantique. J'ai encore le plaisir d'avoir Thibaut avec moi. Thibaut, j'espère que tu n'es pas trop fatigué par ce triathlon de science-fiction. Comment ça va? Oui, ça va. Après, je pense qu'on ne parlera plus de science-fiction jusqu'à au moins 2 ans, je pense. Pour un petit temps, oui. Et du coup, on est de retour sur La Route. Si on parle de triathlon, on fait souvent pas mal de routes. Et ici, il y a l'œuvre La Route de Cormac McCarthy que tu voulais présenter. Oui, tout à fait. Donc, en français, c'est sorti en 2008. Alors, bon, Cormac McCarthy, malheureusement, est revenu dans l'actualité récemment puisqu'il est, il est décédé en juin 2023. Donc, écrivain, souvent reconnu comme un écrivain majeur américain. Il venait d'ailleurs de sortir, je pense, 2 livres qui sont parus en français. C'était Le Passager et Stella Maris. J'ai pas lu, mais en tout cas, en français, je pense que c'était les premiers romans depuis La Route qui sont traduits. Plutôt rare, mais en tout cas, vu comme un écrivain contemporain majeur. Alors la route en fait c'est assez simple, le décor est assez simple à planter, puisqu'on se retrouve en fait dans un monde un peu post-apocalyptique justement, puisque il semble qu'il y a eu des explosions nucléaires un peu partout, et il n'y a plus rien, si ce n'est la cendre un peu partout, le vent qui la transporte, et au milieu de tout ça, on a un homme et son fils qui marchent sur une route. Bon, ils vont en direction du sud, mais presque comme en quête d'un avenir meilleur, de régions meilleures. Et voilà, et donc ça, c'est à peu près tout. Et plus qu'une œuvre de science-fiction, parce que c'est un peu le thème ici, en fait, c'est plutôt la relation entre un père et son fils, le fait que le passé est une sorte de paradis perdu. On connaît plus dans quelque chose de métaphysique, éventuellement, de métaphorique. En tout cas, l'aspect science-fiction, je dirais, n'est pas le centre du roman. Alors moi, j'ai lu ça un peu à sa sortie en français, donc je pense que j'étais trop jeune en fait. Parce que moi, j'ai moyennement apprécié, on va dire. Je pense que j'ai pas perçu, en préparant ici l'épisode, je pense que j'ai pas perçu toutes ces dimensions justement, et c'est en essayant de me remémorer un peu l'histoire que j'ai repensé à tout ça. Donc c'est sans doute une œuvre moins simple qu'elle n'y paraît, et sans doute pas à lire trop jeune du coup, si je pouvais donner un conseil. Donc là, à l'époque, j'avais 17 ou 18 ans, et je pense que si j'avais eu 10 ans de plus, j'aurais mieux apprécié. À noter que ça a été aussi adapté en film, que je n'ai pas vu, même si de prime abord, je me dis que ça doit être assez compliqué à adapter parce que précisément, il ne se passe pas grand-chose dans le livre. C'est plus cette relation entre les deux personnages, cette réflexion sur les valeurs, sur le monde. Et à mon avis, ça va quand même pas être évident à adapter. Tu l'as lu, toi, Max? Je ne pense pas l'avoir lu, mais si je me souviens bien, j'ai vu le film. Je me souviens quand même bien de Viggo Mortensen dedans. C'était en fait un de ses premiers films après Le Seigneur des Anneaux, si je ne me trompe pas. Mais je me souviens de cette atmosphère assez sombre, terne, avec une atmosphère visuelle vraiment qui avait été bien écrite, qui donnait cette impression post-apocalyptique. Je ne me souviens pas trop du vent et des retombées, enfin peut-être de la poussière ou des retombées des explosions nucléaires. Donc ça ne me dit pas grand-chose. Si je me souviens bien, quand même pas mal de plans rapprochés sur les personnages. On voit quand même la détresse, la peine et toute la souffrance de ce père et de son fils. La désolation des paysages, bon, ça marque assez bien aussi. Et un côté plutôt réaliste, je trouve, sur une représentation de manière générale assez crue, qui nous donne vraiment l'impression de la survie humaine dans ce monde qui est au-delà déjà de l'effondrement. Donc on a passé ce point limite. Je dois être honnête, je ne me souviens pas du tout de la fin, mais j'avais l'impression que c'était aussi un film où on parle de maraudeurs. Donc ces deux personnes vont errer, vont essayer de survivre aux différents groupes criminels qui essayent de se battre pour quelques ressources, essayer de voyager vers, tu parlais du sud, donc ils ont une sorte de destination assez vague le long de la route. C'est
pas aussi clair dans mon esprit que pour toi. Donc, par exemple, je ne pourrais pas dire de quoi retourne la fin, mais ça restait aussi une œuvre majeure. Surtout, moi, je vois plutôt ça comme une post-apocalyptique science-fiction. C'est pour ça qu'on voulait le placer dans ce troisième épisode sur la science-fiction, parce que c'est plutôt à prendre avec des pincettes si on parle de science-fiction. C'est un côté dystopie, mais sans la présence de la technologie, par exemple, qui est souvent, qui aide souvent avec la dystopie. Et puis alors, pour continuer sur les dystopies, mais aussi des sortes de fictions spéculatives, il y a l'œuvre de Margaret Atwood qui a été portée à l'écran en série par Bruce Miller. C'est La Servante écarlate, Handmaid's Tale en anglais, qui est une série qui est en cours de tournage. Si je ne me trompe pas, je sais qu'il y a la nouvelle saison qui est sortie cette année avec de nouveaux épisodes. J'ai eu l'occasion de voir, je pense, les 4 premières saisons, puis j'ai un petit peu décroché. Et toi, qu'en as-tu pensé, Tube? Quelles sont tes impressions? Je sais plus si j'ai vu 4 ou... Ouais, je pense que c'est 4 saisons que j'ai vues. Mais moi, je trouve de nouveau, c'est pas ma cam, mais la série a quand même des qualités. Donc, peut-être pour replanter rapidement le décor, en fait, on est aux États-Unis, en fait, on fait l'objet d'une espèce de coup d'État par une sorte de secte religieuse. Et donc, elle s'appelle désormais, je vais lire en français parce que je l'ai vu en français, la République de Gilead, je pense, ils disent Gilead, je sais pas comment ça, le oui. disent. Ouais, voilà. C'est la même chose, oui. On dit comme ça, ok, très bien. Ouais. Et donc, en fait, on a de nouveau plusieurs types de catégories de personnes avec les commandants qui dirigent. Les femmes sont réduites à un rôle de procréation, on va dire. Et en particulier, en fait, le problème dans le monde à ce moment-là, c'est que il est devenu très difficile de faire des enfants parce que les fous suspectent les femmes de ne plus pouvoir donner la vie, puisque elles sont de toute façon plus bonnes qu'à ça, hein, c'est un peu ça. Et même les femmes de commandants sont réduites à un rôle tout à fait subalterne. Et étant donné qu'elles ne peuvent plus donner naissance, eh bien, on imagine des scènes de fécondation, on va dire ça, où le couple du commandant et de sa femme se retrouve dans la même pièce que la servante qui est priée de recevoir le sperme du mari selon une cérémonie très scénarisée. Ce qui est assez glaçant hein, comme cérémonial. Et or, en plus, les servantes sont priées de ne sont pas seulement esclaves sexuels, mais doivent aussi c'est pas toujours très clair, mais être parfois un peu pour les tâches ménagères, même si leur rôle principal reste vraiment la reproduction. Alors, elles sont dirigées par ce qu'on appelle des tantes, qui sont des femmes violentes, qui ont peu de considération, qui les font marcher à la baguette. Et puis, on a encore d'autres types de femmes comme ça, les Martha, qui s'occupent uniquement de l'aspect ménage, justement, etc. En fait, je trouve que la série a des qualités, notamment des qualités d'interprétation, je pense. Parce qu'en fait, le personnage principal est interprété par Elisabeth Moss, qui, je pense, elle s'est un peu fait connaître grâce à la série, hein, parce que c'est après seulement, il me semble, qu'elle a décroché des rôles au cinéma, notamment. En tout cas, moi, je la connaissais pas avant. Elle a joué dans Mad Men, je ne sais pas si tu te souviens. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, elle avait cette autre série avant. Oui, oui, tu as C'est raison. son premier rôle. Ouais. Ici, elle Un a des un premiers rôle rôles. plus principal, on va dire. Elle a vraiment le premier rôle, puisqu'elle va entrer aussi en résistance. Il y a ça. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est toute la photographie en fait de la série, les décors, etc. La manière dont c'est filmé, les gros plans qui sont réalisés sur les personnages. Tout ça est fait avec beaucoup de soin et avec une qualité cinématographique, en fait. Donc ça, je trouve que c'est vraiment. Et alors, les tons aussi, donc la couleur qui est travaillée. Voilà, tout ça voilà, il y a vraiment beaucoup de qualité. Là où je suis un peu plus réservé, c'est que la série traîne parfois un peu en longueur. Donc on a parfois des épisodes, surtout, je pense que c'était au tout début de la saison 2, j'étais un peu perdu en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant? Ça venait un peu là, j'ai l'impression pour combler voilà, des trous, je ne sais pas. C'est un peu dommage aussi que parfois, beaucoup plus tard dans la saison, enfin dans la série, je pense que c'était plutôt vers la saison 3 ou la saison 4, on a un épisode où on comprend un peu qui est la tante Lydia, qui est une tante sanguinaire, qui est très intéressant. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé un peu plus tôt avant, de découvrir qui est ce personnage, et qu'on le découvre un peu plus par petites touches, que pouf, tout d'un coup on en parle, et puis après, on n'en parle même plus du tout, en tout cas de là où je suis arrivé. Ouais, ça disparaît entièrement, je me souviens. Oui, c'est un J'étais peu, très surpris de... ouais, c'est un Ouais. peu dommage. Mais de manière générale, c'est un peu trop lent et c'est un peu trop long. Donc il y a des qualités, mais je pense que voilà, ça n'en fait pas malheureusement une série tout à fait mémorable. Pour moi, c'est ce qui manque un petit peu, c'était aussi de voir le couple, c'était Offred, je pense,
qui en fait est vraiment à la base de la création de cette pensée, de ce dogme. On voit, c'était dans la première ou la deuxième saison, ils assistent à une conférence. D'ailleurs, la femme de Offred écrit un peu le manifesto, le guide suprême pour créer un nouvel État, un État basé sur ce genre d'État totalitaire. Mais on n'en parle que très rapidement. Il y a très peu de flashbacks aussi dans leur vie d'avant, qui était une vie où on les voit très proches. Tandis que par la suite, il y a une certaine distance et peut-être ils se tiennent à distance avec un respect mutuel, mais sans ce côté affectif qui a totalement disparu, étant donné que toutes les femmes des commandants sont par définition, si je me souviens bien, infertiles. Ça coupe un petit peu avec le côté affection qu'ils auraient pu avoir par le passé. Mais moi, j'ai trouvé évidemment que Elisabeth Moss tire vraiment la série vers le haut. Il y a aussi quelques seconds rôles qui jouent bien, qui supportent la série. J'ai cette impression aussi d'avoir des épisodes qui traînent un peu en longueur. C'est souvent pour ça que j'ai un petit peu décroché, que j'ai pas vraiment suivi la toute dernière saison. Mais j'ai entendu que il y avait pas mal de rebondissements et de changements. Donc ça vaut peut-être la peine d'y retourner. Et il y a aussi l'éclairage et l'utilisation de la couleur. Donc, avec chaque cast ou groupe qui a sa propre couleur et un environnement qui est toujours assez terne. Si on parle, quand même aux États-Unis, on voit toutes les saisons. C'est toujours très nuageux, très peu de rayons de soleil. Et en L'air général, de faire froid aussi. il fait assez froid. C'est aussi, je pense, le nord des États-Unis. Moi, ce qui me manque un petit peu, j'aurais bien aimé voir une carte, par exemple, des États-Unis pour comprendre, parce qu'au départ, on en parle de Gilead, et en fait, il s'avère que il y a une partie, je crois que Chicago fait partie de cette zone-là, peut-être New York, mais on ne comprend pas vraiment comment les États-Unis sont divisés. On sait qu'au nord, il y a le Canada qui reste un pays comme on le connaît, mais j'aimerais bien voir de temps à autre peut-être une carte pour un peu comprendre au niveau géopolitique les tensions entre les différentes zones. Et ça, c'est totalement passé sous silence. Donc, on ne sait pas à quoi ressemblent les États-Unis qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est très glaçant de voir en fait une dystopie qui est basée sur pas uniquement la religion, mais aussi la séparation et les jeux de pouvoir entre hommes et femmes. Vraiment, au lieu de voir une société par classe, comme on voit dans le meilleur des mondes, alpha, bêta, gamma, ici on a vraiment une division entre hommes et femmes, avec des femmes qui sont tournées en objets et qui sont violées, violentées et qui ne servent qu'à maintenir l'humanité en vie. C'est peut-être une approche différente de ce qu'on peut voir en dystopie. C'était l'approche par genre, je crois, n'avait C'est pas vrai, encore ouais. été faite. Ouais. Tout à fait, ouais, j'y pensais pas, mais tu as raison. Et donc, ça reste très glaçant avec aussi, tu parlais de novlangue, on a des termes qui rentrent dans le langage. Au lieu de se dire bonjour, on va dire, on va par exemple remercier le Seigneur. Je ne connais pas les termes en Oui, français, mais on remercie oui, le loué Seigneur. soit, oui, il y a du loué soit-il, béni soit le fruit, et il faut Oui, répondre que le Seigneur ouvre, ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. oui. Et il y a toute une rééducation du langage et des termes bien spécifiques à utiliser qui rajoutent un peu un côté totalitaire et dystopique aussi à la Oui, série. tout à fait, tout à fait. C'est jouer avec le langage, en fait, ça se voit assez souvent dans pas mal de dystopies. Mais ça reste aussi une série de très bonne qualité, même si Oui. il y a peut-être certaines choses qu'on aimerait voir. Et puis alors, pour faire peut-être une transition vers une autre œuvre, qui est une œuvre très difficile à classer. Donc, quand je l'ai lue, je pensais simplement voir la classer peut-être parmi la science-fiction, entre guillemets, dure, où la technologie est assez avancée. Il s'avère que c'est une œuvre que je considère plutôt inclassable. C'est Ubik de Philip K. Dick, qu'on connaît souvent sous l'acronyme PKD. C'est peut-être parce que son nom de famille a une drôle de connotation en anglais qu'on l'appelle souvent de cette manière-là. Et Philip K. Dick, c'est un auteur majeur aussi de science-fiction contemporaine. Il a des idées qui lui sont propres et qui sont très originales, des scénarios qui influencent souvent le cinéma. C'est un auteur très prolifique. Il a écrit plus de 40 romans et une centaine de nouvelles. Et on a notamment Ubik. Un autre, c'est Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, dont on parlera dans quelques instants, qui en fait a influencé et qui a mené au scénario de Blade Runner. Il y a eu 2 films, j'en parlais dans quelques instants. Et puis il y a Le Maître du Haut Château, Man in High Castle, qui est une série qui a été créée
par HBO et qui est une dystopie dans laquelle l'Allemagne nazie, le Japon et l'Italie ont remporté la Seconde Guerre mondiale et vont diviser le monde, donc notamment les États-Unis. Ils sont divisés entre l'Allemagne et le Japon. Donc on suit un petit peu, ça ressemble un petit peu le thème à une autre œuvre dont je parlais récemment, qui était l'œuvre Le complot contre l'Amérique de Philip Roth, où on voit aussi une réalité alternative. Ici, on est dans le passé. En fait, les deux œuvres se déroulent sûrement plus ou moins à la même époque et qui ont certaines similarités avec une Amérique qui devient fasciste et qui tombe dans le fascisme. Alors, pour revenir à Ubik, de quoi s'agit-il? Eh bien, Ubik est divisé en plusieurs chapitres et à chaque chapitre, on nous le présente sous une forme d'un message publicitaire. Donc, il y a un en-tête qui commence. On va nous dire, par exemple, que Ubik, c'est de la bière et qu'il faut la consommer à bonne température. Il faut faire attention aux consignes de consommation. Ou bien Ubik, ça peut être du dentifrice avec les mêmes consignes d'utilisation ou du spray aérosol, ça revient assez souvent. Ou alors, est-ce que ce serait une métaphore pour Dieu? Parce que ubique, c'est ubiquitous, ça veut dire omniprésent. Est-ce qu'il s'agit de cette omniprésence ou non? De quoi s'agit-il? Dans ce roman, on va suivre Glenn Runsiter, qui est le directeur d'une agence un peu spéciale. Donc, on est dans un monde qui est parvenu à coloniser la Lune et où il y a des pouvoirs psychiques omniprésents. Donc, l'agence de Glenn va proposer des services pour contrecarrer ces télépathes et donc offrir à ses clients une certaine confidentialité et un once de vie privée. En gros, il va offrir qui pourrait ressembler à une sorte de VPN pour humains. Ce directeur d'agence, Glenn, va visiter une clinique cryonique pour discuter avec sa femme, avec qui il s'est associé pour créer cette agence, mais sa femme est malheureusement décédée il y a quelques années, mais elle est branchée à un système qui lui permet de communiquer de manière plutôt réduite avec ses visiteurs. Le problème, c'est que chaque visite va l'épuiser un petit peu plus et la rapprocher d'une fin irréversible. Par après, on va rapidement tomber dans le feu de l'action avec l'agence qui reçoit un très gros contrat pour sécuriser une base lunaire contre une intrusion psychique. Donc, ils vont faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire offrir une confidentialité et une vie privée et, entre guillemets, bloquer toutes les mises sur écoute qui pourraient être placées par ces intrusions psychiques. Glenn va voyager avec cette équipe finement sélectionnée, mais l'équipe va tomber dans un traquenard et à partir de ce moment-là, c'est la confusion. Donc, une bombe explose et c'est la confusion parce qu'on a l'impression que la réalité secouée ou brisée tombe en morceaux. On n'est plus très sûr de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, dans quel fil du récit on se trouve, où se trouve la réalité, quelle partie est simulation. Donc les lignes sont totalement floutées à ce niveau-là. On va avoir des survivants qui vont rentrer sur Terre, mais qui vont s'éteindre à petit feu. Donc dans toute cette confusion, on va avoir le directeur de l'agence et un des techniciens survivants qui vont essayer d'un petit peu comprendre comment résoudre ce problème et éviter que leurs collègues ne décèdent. C'est une intrigue assez complexe avec le produit Ubik qui va devenir une pièce centrale qui semble pouvoir réparer ou résoudre n'importe quel problème, mais ça apporte aussi un côté très surréaliste avec différents fils de récit qui s'entrechoquent et même quand on arrive à la fin, on n'est pas très sûr. On arrive à une fin du roman avec plusieurs fins possibles qui sèment toujours le doute. Donc c'est assez bien réussi, même s'il faut pouvoir s'accrocher et après peut-être lire quelques critiques ou réflexions sur Internet pour essayer de connecter un petit peu les différentes parties du récit. Donc ça c'est pour Ubik de Philip K. Dick. Je parlerai un petit peu plus tard d'une autre œuvre, mais on peut faire peut-être une transition vu qu'on parlait de monde alternatif sur Mr. Nobody que tu as eu l'occasion de voir il y a quelques années. J'ai aussi pu le voir. Qu'en as-tu pensé? C'est même pas il y a quelques années, c'est plutôt il y a quelques mois. D'abord, un peu pour présenter le film. C'est un film de réalisateur belge Jaco van Dormael qui est sorti en 2009 et un de ses films, j'ai envie de dire quand même un de ses films les plus ambitieux, en tout cas un de ses films les plus chers, parce que je vérifie, il avait coûté 33 millions. Il était tourné en anglais avec Jared Leto, avec Diane Kruger aussi. Donc voilà, c'était un film, je pense avec une certaine ambition. Assez long aussi, 2h20. Alors, on peut le classer effectivement dans la science-fiction, parce que c'est la fin de notre triptyque ici, puisqu'en fait, on est en fin du 21e siècle, donc l'humanité, en fait, tous les hommes sont devenus immortels, et le dernier homme mortel s'appelle Nemo Nobody, et qui a 118 ans, va mourir. Et un journaliste s'intéresse à
à sa vie. Nemo va un peu raconter sa vie en fait à 3 moments de sa vie. Donc à 9 ans, au moment où ses parents ont divorcé, à 15 ans, lorsqu'il rencontre une fille qui s'appelle Anna et dont il tombe amoureux, et puis plus tard quand il est adulte. Seulement, ce qui est un peu étrange, c'est qu'il va raconter des vies différentes à chacun de ces moments-là. Donc comme s'il avait eu plusieurs vies finalement. Et avec toutes ces réalités alternatives, finalement, ben, laquelle était la bonne finalement? C'était un peu aussi la question. Alors, plus que de la science-fiction, moi je trouve que ce qu'on célèbre ici, c'est vraiment le pouvoir de l'imagination. Et c'est une œuvre très inventive. Et là où on reconnaît vraiment la patte de Jacob van der Mael, moi ce que j'aime beaucoup dans son cinéma, c'est toute cette poésie en fait qui se dégage de tout ça. Pour moi, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu, qui me reste encore aujourd'hui. Toutes ces poésies, le fait de faire des choix dans la vie, parce qu'en fait, toute la question pour Nemo, en fait, c'est quand il a 9 ans, c'est est-ce qu'il doit monter dans le train avec sa mère ou rester sur le quai avec son père? Parce que c'est pas l'inverse, que je me souviens bien. Et en fait, toute sa vie future est influencée par ce choix-là. Donc, quel est le choix qu'il doit faire? Voilà, donc réflexion intéressante aussi, au-delà de toute cette façon poétique qu'a Jacob van der Mael d'envisager son cinéma. Je me souviens assez bien de cet exemple du train. Et puis, il y a aussi pour moi les trois amours, les trois destinées. Je ne sais pas si ça découle du voyage en train ou pas. Je me souviens qu'il avait aussi, il tombe amoureux de 3 filles et puis il a différentes destinées en se basant sur ces 3 différentes relations. C'est aussi une histoire de choix, étant donné que ça impacte beaucoup le reste de la vie aussi. Moi, je trouvais que c'était vraiment très ambitieux et ça m'a bien marqué. Je pense que c'est aussi un film que je regarderai à nouveau avec plaisir. J'ai bien aimé aussi, je pense, si je me souviens bien, il y avait l'utilisation de la couleur par fil de récit. Chaque fil de récit avait son fil de couleur qui lui était propre. Je ne sais pas si c'était lié aux couleurs des vêtements de ces 3 amours. Je crois qu'il y avait jaune, bleu et peut-être rouge. Alors c'était un des thèmes récurrents aussi, cette couleur dans chaque fil de récit. Et tout ça, c'est aussi avec un montage qui est non linéaire. Donc on a chaque fois l'occasion de comparer l'impact de chaque choix sur la prochaine étape de vie. Mais ça reste assez facile à suivre, je trouve quand même. C'est non linéaire, mais avec une certaine chronologie, si Oui. ça a du sens. Il n'y a pas du tout de volonté de perdre le spectateur, au contraire. Tu penses que certains cinéastes ont ça comme volonté, de perdre le En spectateur? tout cas, de vouloir faire extrêmement complexe juste pour le Ouais. plaisir. Nolan a parfois un peu cette tendance, on en parlait dans l'épisode précédent, il y a 2 épisodes. Voilà, parce que lui, par exemple, Nolan va faire exprès de ne pas avoir un montage linéaire, parce que c'est justifié, voilà, on peut en discuter. Ici, par contre, non seulement c'est justifié, mais ce n'est pas poussé à l'extrême non plus. Donc non, c'est plutôt bien vu. Ouais. Mais je trouve que c'est une autre œuvre de science-fiction qui termine plutôt bien avec un style un peu à la San Junipero dont on parlait C'est vrai, dans c'est l'épisode vrai, Black Mirror, c'est vrai, l'épisode tout à fait. précédent. Il y a un peu de ça. Et Et vraiment, et la grande force de l'imagination. Moi, on en reparlera encore plus tard aujourd'hui, mais c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi. ouais, je suis d'accord. Et alors, on peut faire peut-être un retour avec l'auteur Philippe K. Dick. Donc, je parlais du livre Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Donc, qui a influencé les films Blade Runner. Blade Runner, c'est en fait une série de 2 films. Le premier est sorti dans les années 80 et ça a été réalisé par Ridley Scott, donc basé sur ce roman-là. Et le film va suivre, c'est dans un futur dystopique, on est en fait en 2019, où des androïdes qu'on appelle des réplicants sont créés pour des tâches dangereuses et plutôt mesquines sur d'autres planètes. Et on va suivre Rick Deckard, qui est un ex-Blade Runner, c'est-à-dire un chasseur de réplicants. Et lui, il est censé traquer 4 réplicants qui ont fui Los Angeles et qui sont un peu hors de contrôle. Son rôle, c'est de les traquer et de les détruire, entre guillemets, de les tuer. Mais suite à ça, il commence à se poser des questions sur sa propre humanité, sur le côté peut-être immoral de cette affaire. Ça a eu un impact très important sur la science-fiction parce que c'est un style qu'on pourrait qualifier de cyberpunk, c'est-à-dire un film avec, je pense d'ailleurs que si je ne me trompe pas, la musique est de Vangelis, donc ça pourrait te plaire. Tim, je sais que tu es plutôt fan. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a des thèmes sur l'identité, sur la conscience de nos actions et sur la technologie. Il y a une esthétique vraiment très spéciale et très distinctive. Parce qu'on est dans un monde, Los Angeles, qui est un monde où on a l'impression qu'il pleut tout le temps. Donc, extrêmement sombre. La pluie, c'est plutôt du style néo-noir. Il pleut tout le temps. Les bâtiments sont immenses,
fait de glace et de béton. Il y a quand même avec ça, je trouve, plutôt une sorte d'éclairage assez soigné sur les visages, lors des conversations. On voit que le réalisateur s'est vraiment penché sur les grands plans. Il a essayé de bénéficier de ce Los Angeles futuristique en offrant vraiment des plans XXL. Ça donne une atmosphère très spécifique à la ville et aux interactions. Ça, c'était pour le premier épisode de Blade Runner, qui d'ailleurs, je pense que je ne sais pas si j'ai dit, mais le rôle de Rick Deckard est joué par Harrison Ford. Donc, on est maintenant 35 ans plus tard parce que Denis Villeneuve a décidé de sortir le deuxième film, Blade Runner 2049. Donc, c'est en fait 30 ans plus tard dans le monde de Blade Runner. Et on retrouve le personnage qui s'appelle K, joué par Ryan Gosling. Et Ryan Gosling va essayer ici il continue un petit peu son enquête et il va essayer de retomber sur les traces de Rick Deckard, donc retrouver Harrison Ford qui a disparu depuis pas mal de temps. C'est un film qui aussi, je trouve, a été vraiment bien respecté l'univers créé par Ridley Scott dans le premier film, avec au niveau esthétique, j'ai trouvé extrêmement bien fait, de grands plans, une couleur orange qui marque vraiment bien sur pas mal de scènes, des plans qui sont longs et contemplatifs, mais bien réalisés. En voyant ce film-là, j'ai trouvé que Denis Villeneuve mettait aussi les bases pour le film Dune, qui est sorti il n'y a pas longtemps, parce qu'on a peut-être ce même amour des grands plans et de cette couleur orangée du désert ou de la désolation. C'était un film qui était aussi assez intéressant. C'est plutôt du style cyberpunk avec un petit peu alternatif. Si tu n'as rien d'autre à faire, par exemple, ça peut être intéressant à regarder. Et alors, moi, simplement pour faire mention, il y a une œuvre que je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais qui était aussi du côté cyberpunk, qui pourrait peut-être intéresser. C'est Neuromancien de William Gibson. Il y a un côté hacker, donc c'est un thème qu'on n'a pas vraiment suivi, tout ce qui est informatique, hacking et réalité alternative ou cyberpunk. On n'a pas trop parlé pour l'instant. Ça pourrait être, c'est une œuvre qui revient assez souvent dans pas mal de listes de conseils en science-fiction. Juste alors pour faire une référence à un podcast précédent, il y a La Nuit des Temps de Barjavel, dont on a parlé dans l'épisode 17, qui est une œuvre de science-fiction plutôt philosophique ou sci-fi romantique. Donc ça reste aussi une œuvre majeure ici, écrite par un francophone, donc ça vaut la peine de le mentionner. Et là, on peut terminer peut-être avec La Cité des nuages et des oiseaux. Tu as l'occasion de lire, Thib? Oui, assez récent. Donc, c'est un livre écrit par Anthony Doerr, qui a en fait maintenant est devenu un écrivain assez connu, un Américain. Parce qu'en fait, il a eu le prix Pulitzer en 2015 pour Toute la lumière que nous ne pouvons voir, livre que j'ai par ailleurs lu aussi. Et ici, avec donc son dernier roman, qui s'appelle donc La Cité des nuages et des oiseaux, comme tu l'as dit, qui est sorti en français en 2002, mais il a obtenu le Grand Prix littérature américaine en France. Pour moi, c'est un peu le prix que j'aime beaucoup suivre. Et souvent, d'ailleurs, je lis plusieurs livres de la sélection. Et je ne sais plus d'ailleurs cette année les autres, mais il y avait plusieurs, je pense qu'on en avoir lu plusieurs qui étaient vraiment très très bons. Ce livre-ci, donc, s'est fait assez bien remarquer aussi. Voilà, donc aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt un auteur majeur. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, donc, c'est assez, une œuvre de nouveau assez ambitieuse. On a plusieurs époques. Donc, on a, le livre commence, on est la première époque, on va dire, à laquelle on est confronté, je pense, c'est 2146 ou quelque chose comme ça, où on retrouve Constance, une jeune fille qui est enfermée dans une capsule temporelle avec ses parents et d'autres personnes et qui rejoignent une autre planète, suppose-t-on. Elle n'a pas accès à toutes les informations, hein, on ne sait pas tout. Voilà, donc cette capsule a quitté la Terre. Une autre époque est au XVe siècle, à Constantinople, un mystérieux manuscrit d'un grec qui s'appelle Antoine Diogène, voilà, qui raconte une histoire formidable, une histoire qui s'appelle La Cité des nuages et des oiseaux. Et en fait, on retrouve dedans une personne qui est transformé en un animal et puis finalement en oiseau. Et cet oiseau qui rejoint cette fameuse cité où on peut atteindre une félicité suprême, voilà, comme une sorte de paradis. Et puis après, on a une troisième époque qui est, je pense que c'est début du 21e siècle, où cette fameuse pièce, la cité des nuages, cette fameuse histoire, située des nuages et des oiseaux, est adaptée par une personne qui l'a en fait traduite, donc qui est là plutôt très âgée et qui, comme le manuscrit en fait s'est un peu perdu et a été très très détruit,
obligé de forcément inventer certaines choses. Et donc, il adapte cette pièce avec une troupe d'enfants. Des enfants qui apprécient beaucoup parce qu'en fait, c'est comme ça quelqu'un qui se transforme en oiseau, etc. Ça fait appel beaucoup à l'imagination des enfants. Qu'est-ce qui va donc unir toutes ces époques? C'est ce fameux manuscrit. Et cette histoire de la cité du nuage et des oiseaux est aussi racontée par petites touches tout au long du livre. Donc, le livre est construit par des chapitres très très courts qui sont bien délimités, donc il n'y a pas de risque de ne pas s'y retrouver. Hein. On sait tout de suite dans quelle époque on est, surtout qu'on a des personnages très différents à chaque fois. Et il va se passer forcément quelque chose qui va vraiment apporter une lumière, une nouvelle lumière sur tous les événements. Donc ça, évidemment, je ne vais pas raconter. Mais une fois de plus, ce que j'ai trouvé formidable dans ce livre, qui est vraiment un must et absolument à découvrir, c'est la force de l'imagination de nouveau. Moi, j'insiste toujours beaucoup là-dessus quand je parle de littérature. Voilà, une bonne histoire, et là, c'est vraiment plusieurs époques, et ce même manuscrit qui unit un peu tout, et je trouve ça formidable d'un point de vue imaginatif, de se dire que voilà, on a une histoire, elle a une influence sur plusieurs époques, et apporte des conséquences sur la vie des gens, peut bouleverser leur destin. Voilà, j'aime beaucoup cette idée en fait. Et c'est très très bien raconté une fois de plus. On a un petit côté science-fiction parce qu'il y a la capsule temporelle, mais ça dépasse évidemment cette capsule. On est dans une œuvre follement imaginative. Et donc, dans ce cas-ci, ce serait plutôt une sorte de plusieurs multi-réalités, mais d'une manière chronologique, non? Non. C'est pas plusieurs réalités parce qu'on est vraiment à des époques différentes qui sont racontées en parallèle. Et comment est-ce qu'on les unit? C'est d'une certaine façon par cette histoire étrange qui s'appelle La Cité des nuages et des oiseaux, qui est écrite par un grec avant Jésus-Christ, quoi. Mais simplement, ce manuscrit, en fait, réapparaît comme ça à plusieurs époques. Une première fois à Constantinople, une deuxième fois redécouverte par un traducteur fin 20e, début 21e siècle, et une dernière fois réapparaît, ça je ne vais pas raconter comment, dans cette capsule temporelle. D'accord. Donc il y a un côté un peu fantastique avec l'apparition ou réapparition de l'œuvre. Pas exactement, non, on ne peut pas parler de fantastique parce que tout ça est expliqué, il n'y a pas de baguette magique. Simplement, à Constantinople, en fait, ce qui se passe, c'est que le manuscrit apparaît comme ça, tout à fait par hasard. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a une petite dimension, peut-être fantastique, dans la mesure où on prête à ce manuscrit un certain pouvoir. Alors, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est imaginaire? Voilà, mais en tout cas, oui, il y a peut-être ce côté-là que tu fais bien de soulever. D'accord. J'ai l'impression d'avoir déjà d'avoir déjà vu ce genre de concept. Est-ce que ça te rappelle d'autres œuvres où Non, pas du tout. objet, non? Un objet pas du passe tout. à travers les époques et les influence à chaque fois? Non, franchement, c'était la première fois, donc non. Parce que là maintenant, bon, je ne parviens pas à trouver un exemple, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ou entendu une œuvre similaire. Ça pouvait être un autre objet qui passe à travers les époques, qui les influence. On pourrait, en fait, ça me rappelle un petit peu peut-être l'impact que peuvent avoir les livres, si on parle de la redécouverte de textes anciens qui ont eu un impact à l'époque, par exemple en Grèce antique, puis au niveau de la Renaissance, et puis maintenant il y a peut-être parfois un retour vers le stoïcisme, on les redécouvre à nouveau. Donc moi, c'est ce que ça m'évoque. La redécouverte de certaines tendances dans le monde de la mode, redécouverte de certains objets cultes qui reviennent. Ouais, plus que ça, je trouve que c'est le côté imaginaire qui joue beaucoup ici, sur lequel l'auteur semble insister. D'accord. Ouais, mais c'est plutôt... ce manuscrit-là, à Constantinople, il va permettre certaines choses, mais si je parle de l'époque contemporaine, en gros, il permet à des enfants de s'évader d'une certaine manière, de créer une pièce de théâtre. Et donc, il y a un événement qui va bouleverser leur quotidien. Ça se limite à ce côté vraiment imagination. On travaille sur l'imagination. Et puis, il y aura il y aura un lien entre les époques, mais franchement, je ne veux pas plus raconter parce que ça se laisse découvrir. Et je trouve que ça a beaucoup d'ambition. C'est extrêmement bien construit. Et ce n'est pas, et malgré la construction non linéaire, on n'a vraiment aucun mal à s'y retrouver puisque les chapitres sont bien délimités. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir sur la complexité du livre. Absolument pas. Ah, d'accord, ça reste intéressant. Je me souviens avoir lu le précédent de Anthony Doerr. Je le lirai peut-être bien aussi. Ça m'avait bien plu. Donc ça, c'était la Cité des nuages et des oiseaux. Et donc on termine sur cette belle œuvre et puis ça termine notre triptyque sur la science-fiction et on se retrouve alors bientôt pour un nouvel épisode. Merci Max, à bientôt. Merci Jim, à bientôt. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Cult. À la prochaine.